Thierry Ménissier, qui est professeur de philosophie à l'Université Grenoble-Alpes, et qui s'intéresse à ces questions d'IA, de nous faire une intervention sur ces sujets, en sachant qu'il est par ailleurs responsable au sein de l'Institut MIAI de Grenoble, qui est l'un des 4 instituts d'intelligence artificielle qui ont été lancés en 2019, et donc qui est responsable au sein de cet institut de la chaire éthique et IA. Donc je crois qu'il était particulièrement bien placé pour pouvoir intervenir sur le sujet. Donc Thierry, écoute, je te remercie et je te laisse la parole. Il faut que tu penses à ouvrir ton micro et ça ira mieux. On voit bien ton écran, il n'y a pas de souci. Il est activé le micro là? C'est bon. Parfait, ouais, parce que le zoom est capricieux sur l'écran, le petit écran. Voilà, ça y est. C'est parfait, bon. Là il y a tout là. Parfait, très bien. Merci beaucoup Vincent pour cette invitation et merci, merci aux organisateurs et à cette remarquable organisation. Et bon, j'ai écouté toute la matinée, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Alors comme Vincent tu l'as rappelé, moi je suis professeur de philosophie. Je suis philosophe, hein, j'essaie de l'être en tout cas, et je suis responsable de cette chaire éthique et intelligence artificielle au sein du MIAI, le 3IA grenoblois. Alors, juste 2 mots en guise de préambule, avant d'attaquer l'objet de mon intervention à proprement parler. Préambule qui me permet de dire que d'une part, moi, les questions éthiques, je les aborde par le biais de la philosophie politique. Alors, c'est une manière de les aborder qui est particulière. Alors, qui plus est, deuxième aspect, cette philosophie politique, depuis un certain temps, elle est tournée en ce qui me concerne vers les questions d'innovation. J'encadre une formation de management à l'innovation, d'une part, et d'autre part, pour moi, cette notion d'innovation n'est pas seulement l'innovation technologique. Évidemment, sur le site grenoblois, qui est fort de nombreuses startups et entreprises, grands groupes, PME, etc., bien entendu, il y a une dimension technologique. Mais il y a aussi une dimension à laquelle je tiens beaucoup et à laquelle je contribue tant par la formation que la recherche, qui est l'innovation par ou à travers les sciences humaines et sociales. Ainsi qu'il a été dit ce matin, elles jouent un rôle majeur, me semble-t-il, ces sciences humaines et sociales, dans toute réflexion un peu conséquente, disons, ou consistante, cohérente, autour des relations entre les technologies, dont les technologies d'IA, et la société, et les activités humaines, aujourd'hui particulièrement le sport. Et encore, pourrait-on dire plus précisément, parmi les SHS, les sciences humaines et sociales, moi j'ai tendance à privilégier, évidemment, les sciences humaines et sociales qui ont une approche non pas quantitative, je fréquente des sociologues, des psychologues sociaux qui ont une approche quantitative, mais qualitative, comme l'histoire, la science politique et la philosophie éthique et politique. Et on verra que cette dimension qualitative, elle est intéressante sur le plan, par exemple, de la caractérisation sémantique ou de la perception des imaginaires qui accompagnent la pratique sportive telle qu'elle est aujourd'hui assistée par l'intelligence artificielle. Alors, c'était le préambule. Le propos, comme vous le voyez, il tourne autour de cette question des difficultés et des enjeux d'une éthique de la pratique physique et sportive à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, le plan que je vais adopter dans ma démarche, là, c'est d'abord de rappeler quelques éléments importants sur l'éthique et l'éthique de l'intelligence artificielle, ou les relations entre l'éthique et l'intelligence artificielle. Puis j'aborderai finalement les mêmes problèmes à travers finalement un regard sur l'évolution du sport. Enfin, je développerai une réflexion plus approfondie à partir donc du projet de recherche qui aujourd'hui anime le collectif que j'ai réuni autour de moi dans la chaire, qui est la relation entre expertise des algorithmes, confiance dans les machines et déplacement de la notion d'autorité. Vous verrez que, enfin, il me semble, je peux vous montrer que c'est tout à fait intéressant pour aborder un certain nombre de thèmes qu'on a vus aujourd'hui grâce aux sciences humaines et sociales, et plus précisément grâce à l'éthique et à la philosophie politique. Alors, si on essaie maintenant de se rappeler un certain nombre de choses sur l'éthique d'abord, il faut se souvenir, et vous verrez l'importance de ce rappel dans la démonstration, qu'il y a grosso modo 2 fonctions de l'éthique. Une fonction de régulation collective et une fonction de structuration de l'expérience intérieure. L'une et l'autre sont très importantes. Dans le premier cas, l'éthique vise à régler l'expérience collective de manière plus ou moins formalisée
dans l'idée qu'un univers composé du jeu des intérêts les plus égoïstes, où la triche, la corruption régnerait sans partage, ne serait tout simplement pas un univers vivable. Dans l'autre domaine, bien entendu, et ça va concerner par exemple l'expérience du sportif et de la sportive dont nous parlons aujourd'hui, l'éthique vise à établir, elle permet la structuration de l'expérience intérieure. Ainsi, avoir une démarche éthique qui conçoit, essayer d'avoir un jugement éthique, ça consiste à rendre sa subjectivité consistante, ou si l'on veut, plus consistante ou mieux consistante que si l'on suivait, par exemple, ses purs intérêts en fonction du changement de ceci, hein, en fonction du sens du vent, comme on dit. Et ces deux aspects de l'éthique, finalement, on les retrouve dans l'ambition éthique. Afficher une ambition éthique, c'est assumer, pourrait-on dire, l'ambition d'être normatif. Normatif, je le rappelle, désigne ceux qui émettent ou la tendance à émettre des jugements de valeur, à instituer des règles et des principes d'action. Entrer dans une démarche d'éthique, c'est se demander qu'est-ce qui est bon, juste et bien de faire. Or, il faut le remarquer, avant même de toute considération, plusieurs genres de discours s'occupent de cette question. Autrement dit, la normativité s'exprime de manière plurielle. Voici rapidement évoqué ce qu'on peut identifier comme les différentes normativités. Alors, vous voyez, les règlements, prescriptions, les lois, la déontologie, les religions et l'éthique stricto sensu, c'est-à-dire l'éthique personnelle, philosophique, basée sur la réflexion, on voit bien que dans tous ces cas, vous voyez, il y a une revendication normative. Et dans le dernier point, très clairement, on voit apparaître l'éthique de la recherche et de la science, dont nous avons beaucoup finalement parlé ce matin, mais aussi l'éthique du sport, c'est-à-dire la manière dont les sportifs, les coachs, les managers, les présidents et les présidentes de clubs donc, conçoivent l'éthique du sport. Ce point est très important quand on va évidemment s'intéresser après à la manière dont l'intelligence artificielle, j'entends par là personnellement le travail des algorithmes, hein, dans divers ordres que ce soit, ainsi qu'on l'a entendu ce matin et qu'on l'entendra cet après-midi, donc le travail des algorithmes assiste la pratique sportive. Alors, tout ça pour dire, vous voyez que l'éthique sert, ce n'est pas un supplément d'âme, l'éthique, c'est ce qui sert à orienter une liberté. Fondamentalement, l'éthique telle qu'elle est déployée dans la pensée philosophique moderne, eh bien, est une pensée de la liberté. Il y a éthique pour un individu capable de faire un bon ou un mauvais usage de sa liberté. L'éthique consistant précisément à savoir et à pouvoir orienter sa liberté. En d'autres termes, pour finir de rappeler ce point, l'éthique concerne quand même un certain nombre d'interdictions, un certain nombre de règles qui, formellement, établissent des interdictions ou, si l'on peut dire, des limites. Elle concerne, ainsi que je le montre avec l'illustre avec ce petit pictogramme très connu, l'éthique, vous voyez, étant éthique pour une liberté, pour un cheminement collectif et individuel, vise notamment à poser des frontières, à établir des frontières en connaissance de cause. Ainsi, l'éthique donc chemine avec la dimension juridique, elle chemine évidemment avec le droit. Alors, du coup, c'est très intéressant à partir de là de constater que les normativités peuvent se hiérarchiser de manière simple et pourrait-on dire pacifique. Donc l'éthique du sport peut être d'accord avec l'éthique de la recherche scientifique, qui peuvent être d'accord avec l'éthique, par exemple, d'une nation républicaine et démocratique comme la France, et voilà, cela peut être d'accord avec, par exemple, l'éthique de l'industrie, l'éthique des affaires. Dans ce cas-là, finalement, aucun problème, et on pourrait dire que dans ce cas-là, très précisément, les problèmes éthiques n'apparaissent pas. Mais les normativités peuvent se trouver en conflit. Par exemple, il peut y avoir un conflit de normativité, si on peut appeler les choses comme ça, entre l'injonction que me fait mon organisation sociale, culturelle ou religieuse, par exemple mon club de sport, par exemple ma nation, par exemple ma religion, d'une part, et d'autre part, ma subjectivité libre, mon fort intérieur, comme on dit, ou l'éthique de la recherche et de la science, ou l'éthique sportive. Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, il y a des cas particuliers, même vécus par les individus, comme sur le mode de dilemme. Un dilemme, c'est, comme on dit, un cruel dilemme, finalement un choix qui est cornélien, comme on dit aussi, c'est-à-dire relativement indécidable, ou à tout le moins, où les deux positions entre lesquelles on a à choisir se montrent l'une et l'autre insatisfaisantes. Eh bien, moi, je soutiens qu'il y a, au sens strict et extrêmement intense, pleinement éthique, quand il y a conflit intérieur sur le mode du dilemme.
C'est un point qui mérite d'être souligné pour ce qui va être dit tout à l'heure, dans quelques minutes, à propos de la relation entre la pratique sportive et le développement de l'IA sous des formes extraordinairement variées autour de cette pratique sportive. Donc les choix de valeurs, les conflits de valeurs, et au sein de ces conflits de valeurs, ce qu'on appelle les dilemmes, me semblent particulièrement intéressants. Il ne faut pas chercher une éthique, je l'affirme fortement, il ne faut pas chercher une éthique qui règle tous les problèmes, puisque précisément, l'éthique rend un service quand le problème apparaît saillant et quand ça implique un choix qui engage une liberté. Voilà, donc c'est ce que je voulais rappeler. Maintenant, à propos de la relation entre éthique et IA, avec ce logo de la chaire éthique et IA dont je m'occupe dans l'Institut 3IA grenoblois, je voudrais d'abord souligner le fait que la chaire éthique et IA n'est pas la chaire de l'éthique de l'IA. C'est-à-dire que l'éthique de l'IA est classiquement entendue dans la littérature de recherche internationale comme ce qu'on appelle la computer ethics, c'est-à-dire que toutes les règles, toutes les procédures, toutes les valeurs qui visent à rendre l'IA entre guillemets éthique relèvent de la computer ethics. Elle est classiquement développée par les collègues informaticiens, roboticiens, qui s'attachent, qui s'emploient à ce que les algorithmes soient fair, ils soient pleins de fairness, de justice, d'honnêteté, qu'ils ne soient pas empreints de biais, hein, qu'ils soient correctement débiaisés, et que certaines valeurs comme l'explicabilité ou la transparence donc, président à leur développement. Moi, ce que j'entends par éthique et IA dans le cadre de la chaire, c'est plutôt une réflexion sur les systèmes techniques. Il y a eu d'autres systèmes techniques avant celui de l'intelligence artificielle. J'entends par système technique quelque chose qui coordonne eh bien, un ordre de choses, des ordres de choses très variés, depuis l'exploitation des énergies jusqu'à la production industrielle, en passant par la conception, l'innovation, le développement vers la valorisation, les startups et finalement, au bout du compte, les prescripteurs et les usagers. Donc, il y a le système technique de l'énergie fossile, par exemple, dans les moteurs thermiques qui permettent la mobilité telle qu'elle a été conçue au 19e, 20e siècle. L'IA est un autre système technique. La question posée est intéressante de savoir, je crois, si l'IA est un système technique parmi les autres. Étant entendu que l'objectif de tout système technique est de faciliter l'action ou l'activité humaine, ce qui pose des problèmes éthiques et politiques, d'une part entre les humains, et d'autre part avec l'environnement et la nature, puisque tout système technique implique une définition du rapport à l'énergie, ensuite à la transformation de cette énergie et à sa transformation progressive en activité humaine et en produits consommables. Alors, vous voyez, la question d'une éthique de l'IA, pour moi, c'est de savoir en quoi ce système technique-là, après tous les autres, fait progresser ou régresser l'humain. En quoi transforme-t-il ce système technique le monde en mieux ou en pire? Alors, question, vous voyez, de philosophe, qui a une portée considérable et question qui est trop large ainsi présentée. Mais quand on l'applique, vous allez voir précisément avec les bons outils et en regardant de près les activités et les technologies à l'œuvre, eh bien, ça prend une dimension, je crois, très intéressante. Alors, étant entendu que le déploiement des systèmes techniques est toujours sous-tendu par des intérêts, ma réflexion est ancrée dans un auteur comme Machiavel, dont je suis un spécialiste, et par des discours de justification. Donc, j'ai essayé de montrer, par exemple, après Habermas, évidemment, que l'innovation répond elle-même à des enjeux qui sont des enjeux bien concrets, bien matériels, concernant la concurrence entre les firmes et la compétition entre les nations au niveau international. Et je dis ça aujourd'hui où nous constatons que la firme Sanofi Pasteur en France est dans l'incapacité de répondre à la demande d'un vaccin qui consacrerait une forme de souveraineté française. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir que la course à l'intelligence artificielle relève évidemment peut-être de la science et de l'ingénierie, mais elle relève aussi, on le sait bien, et moi plus que quiconque, puisque j'ai une chaire au sein d'un institut 3IA, elle relève d'une compétition internationale visant à mettre aux prises des États et des firmes. Alors, mon hypothèse est que l'IA n'est pas n'importe quel système technique, d'une part. D'autre part, cette hypothèse est que l'IA par elle-même est moralement neutre. L'IA ne porte pas, si vous voulez, de valeur explicitement technique, morale, pardon. Ce qui veut dire qu'elle ne permet en elle-même ni de faire le bien ni de faire le mal. Ce qui fait, troisième hypothèse, conséquente des deux premières, en fait, qu'elle amplifie les ambiguïtés humaines. C'est ce que je vais essayer de montrer maintenant. En effet, les algorithmes renvoient ou s'adossent à la capacité humaine de calcul,
à la calculabilité, de manière beaucoup plus claire que n'importe quel autre système technique. Si bien que la constitution d'une science de l'intelligence artificielle s'inscrit déjà dans ce qu'on peut appeler le problème ontologique, qui consiste à se demander si le réel est-il ou non intégralement calculable. Alors, ce matin, on a entendu 2 fois un mathématicien, et puis on a entendu des informaticiens, on en entendra encore. Bien entendu, il me semble, pour fréquenter beaucoup de ces gens à Grenoble et ailleurs, que pour ses collègues spécialistes, la réponse est évidemment oui. La science de l'IA consacre la calculabilité intégrale, alors peut-être indéfiniment intégrale, de la réalité. Parce que, à vrai dire, finalement, calculabilité, ça dépend de quoi on parle. Si l'on parle, par exemple, de probabilité et de statistique, bien entendu, en effet, la science de l'IA consacre cette calculabilité intégrale. Sur le plan éthique et politique, dont je suis spécialiste, eh bien, les problèmes que ça pose, c'est jusqu'où peut aller cette calculabilité? Jusqu'où ça augmente la puissance de l'humain? Et on évoquait ce matin les calculs très très intelligents de la machine, donc qui assiste l'humain pour anticiper, prédire les déplacements des joueurs compte tenu des caractéristiques des joueurs. Et donc on paraît ici le niveau de data et la valeur de la data, la valeur des data en football et en rugby. Hein, ce qui dépend, ces valeurs dépendent évidemment du caractère industriel du sport ou du caractère de niche du sport. Alors, autre question, est-ce que cette calculabilité, qui me semble en effet intégrale à certaines conditions, mais en effet, est-ce qu'elle va consacrer ce que j'appelle l'autorité de l'expertise algorithmique? Eh bien, il me semble qu'il y a un problème que j'évoquerai dans la 3e partie, à la fin dans le 3e temps de l'intervention. Alors, quant à la relation entre IA et dans ou pour le sport, il convient de prendre un certain recul et de se dire que le sport, de toute façon, se présente toujours à partir de cette summa divisio, cette division fondamentale entre le haut niveau, éventuellement professionnel, et le niveau amateur. Isabelle Queval, par exemple, avait documenté cela dans son livre de 2004, hein, en disant que d'un côté, il y a finalement la valeur du dépassement et de l'autre, la valeur de l'accomplissement. En réalité, et j'ai bien conscience que nous autres scientifiques académiques, nous œuvrons aussi à ce mouvement, il y a une valeur d'exemplarité du haut niveau. Cette valeur d'exemplarité fait que, finalement, les performances des athlètes de haut niveau, éventuellement professionnels, ce qui n'est pas le cas dans tous les sports, évidemment, mais quand même, quoi, certains sont des semi-professionnels ou vivent comme des professionnels en étant amateurs, sociologiquement parlant, eh bien, tout cela conduit à ce que Michel Foucault appelait une biopolitique. En effet, il me semble que l'IA y contribue, le développement des technologies, par exemple pharmaceutiques, y contribue aussi, et le développement de bien d'autres technologies avant cela y contribue aussi. On est dans le cadre d'une biopolitique, c'est-à-dire dans le fait que la performance et le rendement sont ceux du corps que les collectifs, entreprises privées, firmes nationales, exploitent, hein, qu'ils entretiennent pour l'exploiter. C'est ce que disait Foucault avec le thème de la biopolitique. Dans le système de l'innovation, qui plus est, on voit bien que le sport, comme par exemple d'autres domaines, comme la mobilité et plus encore, par exemple, la défense, la sécurité, finalement fournissent des terrains grandeur nature pour la diffusion industrielle. La distinction qui a été évoquée tout à l'heure entre le sport de haut niveau et l'amateurisme tend à voler en éclats dans ce que j'appelle le système ou le paradigme de l'innovation, où la performance devient, via les technologies, et tout particulièrement les technologies d'IA, un idéal de masse. Et pour quelques modestes euros, on peut obtenir, par exemple, d'assez beaux outils qui monitorent l'activité, qui permettent de l'optimiser. Et on voit bien que quiconque va dans un magasin de grande distribution de produits technologiques et numériques peut finalement faire un petit peu comme un grand sportif, hein, avec des outils tout à fait perfectionnés pour un prix limité. Et c'est ça le système de l'innovation. Alors du coup, quelles sont à cet égard les réalités du sport? Peut-on parler des ambiguïtés du sport? Eh bien, il me semble que le sport, celui dont on parle, hein, qui est assisté par la technologie, relève de ce que j'appelle, dans mon ouvrage sur l'innovation, récemment paru, relève de ce que j'appelle l'innovation sauvage. Cette innovation sauvage qui fait que le système de la recherche et de la R&D industrielle
finalement, bénéficient d'un état d'urgence permanent dans les différents domaines que j'ai évoqués, la défense, la sécurité, les situations de crise, la performance des entreprises et la compétitivité des nations, donc pour développer des solutions technologiques. Alors, autant dire que l'IA n'est pas tellement un problème scientifique et technologique, c'est un problème politique et civilisationnel. Le sport prenant sa place dans ce cadre. À partir de là, il me semble pourtant important, en tant qu'ancien rugbyman et éducateur de rugby, de réaffirmer les valeurs du sport. Il convient de les réaffirmer simplement dans leur variété, valeurs du sport, expérience de l'épreuve, expérience de l'incertitude, équité dans la compétition. Hein, voilà. Simplement, du coup, la question est posée de savoir jusqu'où maintenant peuvent s'étendre ces performances et cette compétition. Donc, quelles limites? Et on est dans le problème éthique, comme vous le voyez. Alors, c'est ici que j'aimerais apporter, à titre personnel, une distinction à partir de ma discipline, mes deux disciplines, philosophie et sciences politiques, une distinction à la fois sémantique et conceptuelle qui permet d'introduire dans ce système d'innovation réaliste où l'humain est au service de l'industrie de pointe et de masse tout à la fois, comme je l'ai montré, où le sportif et la sportive sont susceptibles toujours de décrocher tellement ils sont pressurés, hein, voilà, même s'ils s'inscrivent dans les bons standards, il y a toujours un risque très fort à un moment donné de décrochage. Donc, j'aimerais introduire cette distinction qui est entre assistance et augmentation. Il me semble qu'on peut dire que ou bien le système technique, alors de l'IA tout particulièrement, permet d'améliorer la performance comme il doit le faire, c'est ce qu'on lui demande, comme on demande depuis toujours au système technique, quel qu'il soit, depuis le néolithique sûrement, de permettre davantage de performance pour l'humain, pour l'activité humaine. Ou bien le système technique permet d'améliorer la performance en assistant l'humain, ou bien il permet donc de le faire en augmentant l'humain. Il me semble que cette distinction est éthiquement tout à fait importante. On peut valider une IA qui, sur le plan éthique, qui améliorerait la performance en assistant l'humain. On peut critiquer très fermement une IA qui permettrait d'améliorer la performance en augmentant l'humain. Alors, évidemment, cette distinction, elle permet d'éclairer ce qui se passe actuellement dans la relation multiple. Hein, on a entendu des choses très variées, il y en a tellement d'autres, hein, dès qu'on s'intéresse au domaine, permet d'éclairer la relation des technologies d'intelligence artificielle, où les algorithmes donc, sont utilisés pour monitorer et développer la performance, conseiller les athlètes et les entraîneurs. Mais est-ce que ça permet de réguler? Ce n'est pas clair du tout. En effet, l'humain sait toujours augmenter. Il sait toujours augmenter à travers les technologies. La réalité humaine est celle, comme disait déjà il y a très longtemps Jean-Jacques Rousseau, est celle de la perfectibilité du genre humain. Le simple fait de mettre des verres de contact ou des lunettes, le simple fait d'avoir des talonnettes ou des talons quand on veut marcher plus rapidement et pas s'écraser sur la voûte plantaire, fait que de toute façon, l'humain s'augmente grâce aux technologies. L'augmentation n'a pas attendu l'IA. Donc vous voyez, la distinction entre assistance et augmentation est quelque chose qui est assez complexe sur le plan anthropologique. D'autant plus qu'on peut prendre des cas tout à fait perturbants, comme celui, je vous invite à y aller voir si vous ne connaissez pas cette expérience, comme le cas du cibathlon qui a été développé dans la meilleure école polytechnique suisse, une des meilleures, à Zurich, en 2016 puis en 2020. Alors de quoi s'agit-il avec le cibathlon? Eh bien, il s'agit, je cite les éléments qu'on trouve sur le site, d'une compétition de cyberathlètes handicapés sur le mode des Jeux olympiques pour valides et handisport, où, plus précisément, il y a une mise en compétition d'athlètes handicapés assistés de technologies bioniques dans des épreuves inspirées de la vie quotidienne. Alors, ce ne sont pas évidemment que des technologies d'IA, mais les technologies d'IA, évidemment, ne sont pas interdites, bien au contraire, hein, dans ce type de rencontres. On va évaluer la performance des équipes constituées par les athlètes, les chercheurs et les industriels, dans une perspective qui est clairement la R&D. On voit bien une perspective qui est clairement R&D. Et finalement, il était inscrit sur le site que cela va permettre, je cite, d'offrir aux spectateurs une expérience de compétition inoubliable. Alors on voit bien que là, l'assistance et l'augmentation vont de pair, de manière entre guillemets vertueuse, puisqu'il s'agit d'équiper des athlètes handicapés et de ce fait d'augmenter vertueusement, si l'on peut dire, ces personnes qui sont naturellement ou par accident
en situation de déficience dans leur performance et de leur permettre d'effectuer au mieux leur activité. J'ai un peu cherché, je n'ai pas trouvé les codes d'éthique qui régissent les relations entre les partenaires. Je n'ai pas trouvé non plus, mais c'est purement peut-être je n'ai pas encore bien cherché, la manière dont, finalement, après l'épreuve, la personne devenue un handisport augmenté va être accompagnée finalement dans la gestion de cette nouvelle technologie. Est-ce qu'on va lui retirer la technologie ou est-ce qu'on va lui permettre de l'utiliser dans son activité non sportive? Autant de questions tout à fait importantes pour penser aujourd'hui une éthique du sport assistée par les technologies, dont celle de l'IA. Alors, du coup, la question, vous voyez, se pose, je ne vais pas achever de la traiter aujourd'hui, quelle éthique pour l'augmentation consentie? Quelle éthique pour l'augmentation consentie? Cette question concerne évidemment les athlètes assistés par IA, que cette IA soit extérieure à eux ou que demain elle soit implémentée, incorporée par différents dispositifs. Cette question concerne aussi, bien entendu, plus généralement le dopage. Et je crois que c'est la question éthique du sport de haut niveau aujourd'hui. Toute autre façon de voir les choses me semblerait assez fortement hypocrite, du fait que l'assistance, mais aussi l'augmentation, communiquent sans cesse. Alors, sans doute faut-il être audacieux comme l'est mon collègue Bernard Andrieux, hein, dans son livre de 2011 et dans d'autres ouvrages, en parlant d'hybridation somatechnique. Ce qui en général fait peur. Mais il me semble que depuis un certain temps, l'assistance et l'augmentation, dans leurs nuances parfois difficiles à saisir, finalement vont de pair pour redéfinir la pratique sportive, en tout cas de haut niveau. Alors, en tout cas, toujours est-il que ce genre d'approche nous permet d'espérer, observer, décrire, caractériser et qualifier, afin ensuite de disposer des moyens de caractériser plus précisément et d'évaluer en fonction des valeurs, c'est-à-dire évaluer en finalité, en fonction d'enjeux éthiques. Alors, plus rapidement, malheureusement, mais de manière plus focalisée, j'aimerais m'arrêter un peu sur cette question de l'expertise des algorithmes, c'est-à-dire leur puissance de calcul des datas, d'agrégation des datas, la capacité d'information que l'IA nous fournit, la confiance que cela donne dans les machines algorithmiques, les systèmes d'IA, et ce que j'appelle le déplacement de l'autorité. Et je vais attirer votre attention sur un point, en tout cas me semble-t-il, en l'état de mes recherches, particulièrement intéressant. Alors, je voudrais dire qu'il s'agit ici d'aborder les questions éthiques à travers l'anthropologie de la technologie. L'anthropologie, c'est un terme technique, scientifique, qui désigne l'observation participante des activités humaines. Tandis que le sociologue, disons, se met en position de surplomb, questionne avec des entretiens qu'il peut ensuite transformer en matière quantitative, l'anthropologue, tel que je l'entends ici, s'entend à réfléchir l'activité humaine à partir d'une observation participante qui peut inclure sa propre subjectivité. Ainsi, je pense que quelqu'un qui décrirait le monde du rugby en sociologue n'aurait pas forcément compris ce que c'est tant qu'il n'aurait pas adopté la posture du plaquage, du rapport à l'arbitre, éventuellement de la troisième mi-temps. Il me semble que l'anthropologie me semble intéressante. Par exemple, pour reprendre le même exemple, le monitoring des déplacements des joueurs de haut niveau aujourd'hui en rugby implique que l'on ait un GPS en permanence sur le dos et qu'on peut mesurer, comme il a été rappelé ce matin, les impacts qu'on reçoit, qu'on puisse optimiser la performance. Faire l'anthropologie technique, c'est se mettre en situation d'être l'acteur, de vivre l'expérience de l'acteur. Alors, ainsi engagé, le propos vise à reconnaître que le déploiement contemporain de l'intelligence artificielle, dans le sport aussi, repose sur certaines formes de confiance envers les machines. Nous avons confiance en elles. Nous pensons que, vu la puissance de calcul, d'agrégation des datas, vu le niveau d'information, nous allons augmenter la performance. C'est une forme de confiance. Confiance qui repose évidemment sur la fiabilité du système technique et aussi sur l'espoir que nous mettons dans un contexte, vous voyez, du développement du sport en perspective innovante et industrielle, d'une performance et d'une compétition généralisée, dont le sport est à la fois la réalité et quasiment le symbole aujourd'hui, avec d'autres domaines comme par exemple la guerre. Cette confiance est le ciment des usages et le ciment aussi de la chaîne de valeur et de sens au sein de l'innovation. Si je vais acheter une montre connectée, c'est en tant qu'amateur, hein, voire débutant ou reprenant par exemple le jogging, c'est parce que je pense que l'IA, l'algorithme, va me donner à la fois une forme de fiabilité de la machine, d'assurance personnelle et la capacité pleine d'espoir, l'espoir d'augmenter mes propres performances. Alors, en fait, de la conception à l'usage, dans le système de l'innovation, l'IA se donne comme IA de confiance.
Cette notion d'IA de confiance est aujourd'hui, vous le savez sans doute, le thème dominant, par exemple, d'une idéologie très constituée, Trustworthy IA, AI, donc de l'Union européenne. C'est très intéressant de voir que nous, Européens, nous avons développé une idéologie de l'IA de confiance. Confiance de la technologie jusqu'à l'usage. Alors, cela dit, précisément, une fois qu'on a reconnu ça, il faut s'apercevoir que l'objet technique, grâce à l'IA, tend à devenir explicitement ce que Gilbert Simondon décrivait comme un agent social. L'objet technique est en effet un agent non humain auxiliaire de l'activité. Ce qui signifie que des auteurs tournés vers la robotique, comme Dumouchel et Damiano, ont pu écrire récemment qu'il faut arrêter avec le terme robot, qui veut dire esclave, et parler de substitut. Une autre auteure, sociologue, Myriam Borel, écrivait récemment que, en fait, sortons de la confusion, et il faut sortir de la confusion et parler désormais de sociologie des interactions entre les humains qui pratiquent des activités, par exemple des activités sportives, et d'autre part, les êtres artificiels. Sociologie des interactions. Ça veut dire, si on dit sociologie, c'est qu'il y a bel et bien un lien social avec les systèmes d'IA, avec les différents IA, avec tous les appareils qui disposent d'une forme très relative d'autonomie, mais avec lesquels nous interagissons en permanence. Donc, je souligne bien, il ne s'agit pas de robots, mais d'êtres anthropomorphes, d'êtres non anthropomorphes, plus précisément, qui ne ressemblent pas à des humains. Par exemple, la montre connectée, par exemple, le téléphone, le smartphone, qui donc regorge de data avec lesquelles nous entretenons des relations qui sont des relations déjà sociales. Il faut se demander si ces êtres ne sont pas des experts, je pense qu'ils le sont, du fait de leurs compétences, de leur expertise évidemment, et de leur autonomie, relative toutefois. Mais si aussi ce ne sont pas certains auteurs déjà. Alors, en fait, est-ce que l'IA, qui est un système technique plus ou moins autonome, ou qui vise à devenir autonome, qui effectue de lui-même déjà certaines tâches, n'est pas un auteur qui tend à devenir une autorité? Et je souligne bien, tout en étant non anthropomorphe. La question n'est pas celle du robot ici. Alors, l'hypothèse est que de nombreux systèmes techniques, plus ou moins autonomes, aujourd'hui, doivent déjà être considérés comme les auteurs de leur propre action. Et qu'ils peuvent être analysés en fonction du fait qu'ils tendent, ce n'est pas encore le cas totalement, mais qu'ils tendent à devenir les auteurs de nos actions sans même prendre une forme humaine. On le voit bien avec les véhicules autonomes routiers ou marins, avec les pilotes automatiques des aéronefs, les drones, etc. Et même le 737 MAX, dont on reparle aujourd'hui, finalement, a une forme d'autonomie pour le pire, puisque la chaîne d'information n'a pas averti l'humain. Finalement, il y a une faute humaine dans le fait que ce système autonome aurait dû donc bénéficier, si je peux m'exprimer ainsi, d'une formation, faire bénéficier les pilotes d'une formation. Alors, c'est encore plus le cas dans des systèmes plus complexes, comme la blockchain, dans ce qu'on appelle les cours décentralisés de justice, qui est en train de disrupter, comme on ne dit pas en français, profondément le système judiciaire. Et d'autre part, les smart cities, qui sont des entités potentiellement extraordinairement complexes, susceptibles d'une forme aggravée d'autonomie. Alors, il faudrait valider ce que je viens de dire sur des terrains qui sont des terrains adéquats. La relation entre le sportif et son IA aujourd'hui me semble une relation comparable, je ne dis pas semblable, mais comparable, à celle que Stanley Milgram, dans sa fameuse expérience de obéissance à l'autorité, plutôt que soumission, en anglais c'est obéissance à l'autorité, donc à l'autorité scientifique, évoquée dans le champ qui était le sien en psychologie sociale. En d'autres termes, le système technique de l'intelligence artificielle, du fait de l'essor de son expertise très élevée, place, me semble-t-il, l'humain dans l'état agentique en privant les humains d'une partie de leur autonomie. L'état agentique, très simplement, agentic state, c'est le fait que l'individu se définit en ceci qu'il accepte le contrôle d'une personne ou d'un système technique possédant un statut plus élevé, une expertise plus élevée. Dans ce cas, l'humain ne s'estime plus responsable de ses actes, il voit lui-même un simple instrument destiné à exécuter la volonté d'autrui. Je dirais presque en forçant un peu les choses, que le problème éthique de l'IA dans le sport aujourd'hui, c'est qu'elle risque de transformer les sportifs et les coachs et le système lui-même en finalement des personnes qui vivent et sont victimes d'un état agentique. Alors, j'en veux pour preuve ces expérimentations que j'aimerais bien mener à terme à Grenoble, dans les bonnes conditions qui sont les nôtres,
avec, par exemple, ces séries de tests à établir. Première série, le sujet, donc le sportif, la sportive, le coach, le manager, ont besoin d'un conseil pour une décision triviale et mobilisant un calcul rationnel. Par exemple, il s'agit d'améliorer la performance d'un assistant. Donc, chers auditeurs et auditrices, je vous pose la question. Si votre système d'IA portatif ou développé, celui du club par exemple, vous dit que pour augmenter la performance, il faut changer votre régime alimentaire dans ce sens. Et si votre coach humain, qui a tous les attributs d'un coach humain, toute son autorité du coach humain, vous dit ben non, il faut faire plutôt autrement, qui croirez-vous? Aujourd'hui, peut-être que du fait des relations empathiques avec l'humain, vraisemblablement, et de l'expertise humaine, on va croire davantage, on va avoir confiance dans le coach humain. Mais demain, et déjà aujourd'hui, il me semble qu'on va davantage suivre l'IA. Ce n'est pas très grave, mais enfin, c'est quand même un changement intéressant quand même. Plus encore dans le type, la validation expérimentale qu'il faudrait mener avec des tests, menés dans la meilleure tradition méthodologique possible, évidemment. Deuxième série, le même sujet a besoin d'un conseil pour une décision non triviale et émotionnellement chargée. Donc, vous voyez, serait en jeu clairement sa santé ou sa vie, ou la santé ou la vie d'un proche. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, il faudrait se demander si nous visons à améliorer notre performance en l'augmentant, si nous avons davantage confiance dans le coach humain ou dans l'intelligence artificielle, compte tenu de l'extraordinaire expertise de celle-ci. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir des conflits de loyauté, donc on est vraiment dans l'éthique telle que je la définissais tout à l'heure, entre le conseil humain et l'expertise de l'IA. Alors, ces conflits de loyauté, ne nous trompons pas, sont bien des conflits de loyauté à l'égard des humains, enfin, des humains envers les autres humains. Le sportif va dire, non, non, coach, je ne vais pas te croire, je ne vais pas vous suivre, je vais suivre ce que me dit le système d'IA. Et avec raison, probablement. On voit bien, par exemple, si on prend un autre champ, parfois, il vaut mieux écouter l'algorithme qui va scanner la détection du cancer plutôt que le cancérologue. On sait bien aujourd'hui que la plupart des cancers qui sont détectés en phase précoce le sont du fait de l'extraordinaire capacité d'expertise dans les datas des scanners. Voilà. Les humains sont d'ores et déjà, si vous voulez, d'une certaine manière, dépassés, mais ils l'acceptent. Un bon médecin s'appuie sur l'expertise des datas. Ce que je voudrais vous faire observer, c'est qu'on observe ici un déplacement d'autorité. Alors, je le rappelle, c'est lié au point sur l'anthropomorphisme. L'autorité des machines, ce que j'appelle ainsi, n'implique pas leur autonomie. On ne parle pas de machines autonomes. On dit juste que du fait de la très haute expertise en termes de production de data, très très importante évidemment ces data pour monitorer la performance et la développer, eh bien, compte tenu de cette expertise, on va conférer une forme d'autorité aux machines. Alors, il y a donc une sorte de déplacement de l'autorité. C'est ce que j'évoquais au début de l'intervention, un déplacement de l'autorité qui fait que les outils d'aide à la décision, nous les investissons de plus en plus d'une forme d'autorité. Ils ont autorité, ils font autorité. Alors, c'est intéressant parce que c'est un déplacement important. C'est un déplacement important. Probablement, il y a ici, là, du fait de l'extraordinaire puissance de calcul qui est maintenant la nôtre, qu'on évoquait ce matin, très bien, il y a ici quelque chose qui va brouiller les cartes encore plus entre l'assistance et l'augmentation, notamment. Alors, en toute cette cause, moi-même qui ai tendance à considérer au rugby, qui est mon sport de prédilection, que certains entraîneurs sont des sorciers, eh ben, le manager ou l'entraîneur sorcier est probablement en train d'être démystifié. Probablement. Alors, c'est intéressant parce que c'est un changement dans le régime humain du sport, dans un certain imaginaire social et culturel très profond. Alors, le point d'alerte est quand même qu'on se souvient que Jacques Ellul, grand philosophe de la technique, écrivait qu'on peut malheureusement, au lieu de se servir de la technique, se trouver malgré soi au service de la technique, dans ces différentes œuvres, dont par exemple le bluff technologique, en nous rappelant que le monde moderne, étant dominé par la technique, fait que celle-ci n'est plus autonome et que l'humain, enfin celle-ci est désormais autonome, excusez-moi, et que l'humain est désormais plus dépendant d'elle qu'il ne la contrôle. Et c'est vrai que toutes les performances évoquées ce matin, tous les systèmes qui permettent de monitorer, d'augmenter la performance, montrent bien que le sportif est au service de la machine, elle-même qui est la pointe avancée du système de l'innovation, c'est-à-dire d'une R&D industrielle,
qui dépasse de très loin le sport de haut niveau, dont pourtant la performance élevée du sportif excellent est finalement l'aiguillon. Donc, vous voyez, tout ce système de l'innovation. Alors, les points d'attention seraient, du point de vue d'une réflexion éthique, de déterminer les seuils et les facteurs de l'état agentique pour éviter de perdre en autonomie. Et du coup, s'il s'avère que la confiance dans les systèmes d'IA, aujourd'hui, mais à plus forte raison demain, engendre une autorité telle que l'autonomie humaine est mise en péril, comment concevoir autrement les systèmes d'intelligence artificielle? Peut-être ici que les algorithmes sont en train de devenir ces armes mathématiques de destruction massive, comme le disait Cathy O'Neil à propos donc, des systèmes des algorithmes de recrutement, par exemple, hein, dans sa réflexion de 2016. Sans doute faut-il élaborer des formes de régulation collective. Personnellement, j'ai proposé le concept de moment machiavélien, qui est un moment où des forces sociales variées s'agrègent pour réfléchir à ce qui est éthiquement et politiquement souhaitable pour une activité. Par exemple, celle du sport. Alors, je terminerai cette dernière diapo en évoquant la réflexion d'une anthropologue dont le travail m'intéresse beaucoup, Fabienne Martin-Juchat, qui parlait de l'aventure du corps. En anthropologue du corps, elle mettait en avant le fait que, au-delà du sport et de l'activité technologiquement assistée, par la pharmacie comme par l'intelligence artificielle, l'intérêt du sport est de permettre de vivre l'immersion dans une aventure corporelle, éventuellement, d'accord, d'ailleurs, assistée ou augmentée, éventuellement. Le problème n'est pas là, ce n'est pas un point de vue moraliste, vous voyez. Toujours est-il qu'il conviendrait de ne pas se laisser brider par la machine lorsque les conseils de celle-ci visent seulement à augmenter la performance et le rendement biopolitique. Il y a sans doute mieux à faire avec les algorithmes que d'augmenter sans cesse la performance, la prédiction et de réduire finalement l'incertitude. En effet, il est possible, grâce à cette aventure du corps, éventuellement assistée et augmentée, d'explorer, d'expérimenter et de ressentir. Le sport resterait ainsi une voie vers l'émancipation et l'autonomie. C'est ainsi que s'opère le maintien des valeurs du sport, à condition que donc nous fassions attention à finalement les préserver, ces valeurs. Donc, ces valeurs sont par exemple la santé des participants et des participantes, qu'il importe absolument de protéger, c'est une sorte de sacré absolu, évidemment, et parfois on le sait bien, ce n'est pas le cas. Et d'autre part, préserver ce à quoi je tiens beaucoup personnellement, la glorieuse incertitude du sport, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait une forme d'équité, en tout cas dans les assistances et les augmentations dont on bénéficie, pour que du sport soit possible, c'est-à-dire une compétition de type agonistique, hein, mais qui soit très encadrée et qui vise, vous voyez, à consacrer un vrai gagnant, une vraie gagnante. Alors, merci pour votre attention. J'espère vous avoir montré avec cette intervention que, quoi qu'il en soit, la vérité, nous en sommes tous d'accord, vaut la peine d'être recherchée, qu'on soit mathématicien, informaticien ou philosophe. Merci. Merci beaucoup Thierry pour cet exposé passionnant. On a le temps pour une ou deux petites questions éventuellement. Vincent? Éventuellement. Merci Thierry. Je voudrais revenir sur la distinction que tu as faite à un moment donné entre assistance et augmentation. Et pourquoi? Parce que c'est en fait une dimension qui évidemment fait rapidement référence indirectement, même si tu n'as pas utilisé le terme, me semble-t-il, au dopage. Et comme tu as pris l'exemple du cibathlon qui est typiquement un petit peu l'interface, je me demandais si cette question-là se posait uniquement dans le domaine, je dirais, compétitif, parce que c'est finalement par ce biais-là que tu l'as présenté, alors que finalement, quand on est plutôt dans une logique d'assistance, par exemple, d'une personne handicapée, pour faire de l'activité physique, pour augmenter sa mobilité motrice, etc., sans rentrer dans une dimension compétitive comme ça peut être le cas dans le cibathlon, est-ce que ces distinctions-là, elles vaut toujours finalement entre assistance et augmentation? Parce que là, elle est en tout cas envisagée pour le bien de la personne. Ah, ouais. C'est pour ça, tu vois, c'est en me mettant, désirant moi-même me questionner là-dessus, cette distinction qui me semble importante, elle tend à s'amenuiser, quoi, si tu veux. Dans le cas tout particulier, bien sûr, des personnes handicapées. Et je voulais simplement souligner les ambiguïtés. On est toujours sur le fil à cet égard.
Et je voulais dire simplement que le travail, du coup, vous voyez, la démonstration repose sur mon propre travail intellectuel vis-à-vis de l'éthique. Il n'y a pas d'éthique stabilisable, ce n'est pas tellement possible, compte tenu notamment du fait qu'il faut accepter le fait que notre sport de haut niveau, comme le sport d'amateur, comme le handisport, est toujours sous-tendu, et depuis toujours finalement, hein, depuis la refondation du sport à la révolution industrielle, par des logiques qui sont des logiques de R&D. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que la science et la technologie trouvent un terrain de jeu, un terrain d'expression dans le sport, mais du coup, vous voyez, la question éthique se pose de manière vraiment, vraiment forte, et à part une très forte hypocrisie sur les supposées valeurs du sport, à commencer par les valeurs du rugby, puisque je parle beaucoup de ce sport, c'est quand même bien de l'hypocrisie. Or, il me semble important d'élever le niveau de conscience par rapport à tout ça, en permettant aux sportifs, à leurs encadrants, aux managers, aux industriels, scientifiques qui collaborent avec ces milieux, de dire voilà, qu'est-ce que nous faisons? Élaborer des protocoles qui, à partir peut-être de cette distinction, même en montrant qu'elle tend à se dépasser, finalement, permettent à chacun d'être en conscience de ce qui se passe. Il y a trop d'enjeux. Il me semble que limiter la pratique du sport avec une éthique, par exemple, prudentielle, serait quelque chose de pas pertinent pour le sport. Disons, voilà, il y aurait des choses qu'on ne peut pas faire. Ben non, tout est possible à condition qu'on ait un niveau de conscience. Et je crois que parmi ceux qui nous écoutent, là, nos participants d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, informaticiens par exemple, qui sont souvent très intéressés à tester des limites. Alors moi, ça me va, le propre d'un scientifique, d'un ingénieur, d'un intellectuel, c'est de tester des limites. Toujours est-il que ces limites, on doit toujours, tu vois, pour te répondre, à la fois les réinstituer avec peut-être des choses qui font sens à un certain niveau, et en montrant aussi peut-être qu'elles ne font plus sens à un autre niveau, mais que ce n'est pas grave, il faut continuer de travailler. La réflexion éthique plutôt que les règles éthiques. Merci infiniment Thierry. J'avais également pas mal de questions. Comme il me semble, Vincent a pris un peu de retard sur le planning, je propose qu'on avance. Peut-être juste une question de Jackie. Je suis désolé. Ah oui, j'ai pas vu la main se lever. Je te prie de m'excuser. Oui. Jackie, je vous donne la parole. On voit pas le nom, mon main, oui. Okay. Merci, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, moi j'ai une vision un peu différente quand même de la confiance qu'on veut bien prêter à un système d'intelligence artificielle. J'en veux pour exemple le fait que ce n'est pas demain, à mon avis, que l'intelligence artificielle assurera le contrôle-commande dans des systèmes critiques type centrale nucléaire. Ah mais attendez, il n'y a pas du tout besoin de ça dans mon propos. Justement, ce que je vous ai dit plusieurs fois. Pas du tout. Oui, mais justement, cette notion de confiance, il y a un immense courant en intelligence artificielle qui passe sur l'idée que l'IA, pour être acceptée, pour qu'on ait confiance dans l'IA, ça passera forcément par de la transparence et de l'interprétabilité. Oui, bien sûr. Ben, je ne sais pas dans quel... Ben, je ne sais pas, parce que justement, pour moi, c'est un peu... ça ne va pas dans le même sens. Attendez, je vous explique. Enfin, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'à mon avis, le travail donc, de l'informaticien visant à constituer des systèmes d'algorithmes qui soient des systèmes explicables et transparents, joue son rôle, je ne l'ai peut-être pas assez bien dit, dans cette réflexion éthique globale. C'est-à-dire que la confiance n'est pas illégitime du tout. Elle n'est pas du tout illégitime, si tant est que le système 1 est fiable, pour n'importe quel usager, même celui qui, comme moi, ne le comprend pas. Je ne suis pas capable de décrire un algorithme. Et à plus forte raison, si je peux demander au concepteur, au groupe de concepteurs, de rendre raison de l'explicabilité de l'algorithme. C'est-à-dire que l'expertise montant, il y a une chaîne de confiance entre humains qui vont dire oui, tu peux y aller. C'est un truc qui finalement est transparent. Ce n'est pas biaisé. Et vous voyez, les valeurs du sport au sein d'une société démocratique dépendent de la chaîne de confiance qui, in fine, est une chaîne de confiance qui, me semble-t-il, est légitime quand elle est humaine. Oui. Okay. Voilà. Donc après, la fiabilité, le mot confiance est incroyablement confus, parce que, enfin très riche, quoi, si vous voulez, complexe. Parce que, bien entendu, la confiance dans la machine désigne aussi sa performance propre, le fait que c'est fiable, c'est robuste. En tout cas, vous voyez, moi je suis intéressé à travailler avec les collègues au sein de l'Institut 3IA grenoblois, on le fait ordinairement,
faire venir ensemble la computer ethics, hein, qui traite des algorithmes de manière explicable et transparente, et d'autre part, disons, les enjeux éthiques et politiques plus sociétaux, quoi. Ça me semble très important qu'on fasse ça dans une société française qui marque justement une extraordinaire défiance de principe. Okay. Merci. Merci à vous. Merci.